Un réel plaisir de vous retrouver ce midi pour 52 minutes d'apprentissage et de découverte à travers nos différentes rubriques. Entrepreneuriat, coaching numérique, agriculture, sans oublier notre débat du jour qui s'intéresse aux risques liés aux achats en ligne. Vous avez été déjà peut-être victime d'arnaques de e-commerce ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on en parle. Mais avant le développement de ce menu, installons mes chroniqueurs. Sofiat, Jennifer, Boris, bonjour, comment vous allez? Bonjour Rebecca, comment ça te va? Oh, un cœur comme ça. Est-ce que vous pouvez prendre? Alors, comment tu vas, Jennifer? Je vais bien. Ta semaine, c'est déjà le jeudi. Comment est-ce que tu as passé ta semaine jusque-là? On va dire la routine, comme d'habitude, rien de spécial, mais je suis très en joie. Je ne sais pas pourquoi. Tu es magnifique sur le plateau comme ça. Alors, Boris, ça va, comment? on remercie le Seigneur, on se porte bien. La semaine? Bon, pas mal. Ça se passe bien? Très bien. D'accord. Sofiat, ne dira pas le contraire. Hein? Je suis toujours en forme. Ça se remarque d'ailleurs. Et dans la rubrique entrepreneur de ce midi, nous recevons pour vous Fleur Aimée Ronza, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur ce plateau. Fleur Aimée, comment vous allez? Super bien chez vous. Ça va très bien. Saluez quand même notre invité. Ne soyez pas timide ou ne l'intimidez pas. Ça va bien chez vous. Alors, Fleur Aimée, vous êtes paysagiste et entrepreneur agricole. Vous êtes détentrice d'une licence en horticulture et aménagement des espaces verts. Horticulture, déjà en langage simple, ça veut dire quoi? L'horticulture, c'est l'art. C'est un domaine de l'agriculture qui est surtout basé sur la production des plantes ornementales, des cultures maraîchères, fruitières et aussi des essences forestières. D'accord. Et vous êtes cofondatrice d'une structure spécialisée dans la conception de plans d'aménagement, l'installation et l'entretien des jardins, l'agriculture agroécologique. Oui, c'est ça? Agri-écologique. Agri-écologique, production et vente des plantes ornementales, fruitières, essences forestières. Franchement, vous avez tellement de titres ou bien votre structure a tellement de dénominations. Déjà, comment est-ce que vous êtes venu à l'entrepreneuriat? Avant de commencer l'université, j'ai dit à mes parents que je devais aller à Kétou. Et l'argument que je donnais, c'était que la terre ne mange jamais. Donc, après ma licence, j'ai d'abord fait des stages parce que les facteurs de position n'existaient pas en ce moment. Donc, j'ai fait des stages, surtout en aménagement paysager, ainsi qu'en production de plantes ornementales. Et j'ai aussi appris dans cette structure le prix des plantes, comment accueillir les clients, comment sidérer les clients par les vertus des plantes et autres. Après cela, je suis repartie d'abord en agriculture, où j'ai fait de l'ananas et du maïs. Donc, le contrat que j'ai signé avec ma maman était que je commence là et après me permet de revenir encore à Cotonou pour continuer mes activités, peut-être des formations et autres. Et le contrat... Le contrat est encore en cours. D'accord, d'accord. Alors, quels sont vos challenges au quotidien? Les challenges au quotidien, c'est surtout par rapport aux clients. D'accord. Les clients qui n'ont pas les mêmes coûts, des clients qui sont parfois très exigeants, des clients où tu travailles, tu te donnes à fond, mais ils ne sont pas satisfaits en quelque sorte. D'accord. Vous connaissez Talagwe Valère Ransou? Oui, c'est mon aîné. Ah, en tout cas, je continue. Alors, quelle est votre méthode pour vous en sortir par rapport à ces challenges, justement? C'est surtout l'esprit d'écoute, la patience et aussi le fait de vouloir satisfaire le client pour que, de-delà de tout, que mon travail puisse parler après. Parce que dans mon métier, c'est le travail qui fait amener des clients. Donc, il faut du coup satisfaire les clients pour que quand quelqu'un viendra dans la maison, qu'il soit sidéré et qu'il puisse donner facilement le numéro pour que la personne nous appelle. Comment est-ce que vous atteignez vos cibles? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, par exemple? Oui, ma cible, c'est d'abord, ça a commencé par mon environnement immédiat.
Et après, j'ai commencé avec Facebook, par exemple, où je parlais des plantes ornementales, des vertus des plantes et autres, pour montrer aux gens qui ne sont pas censés avoir une maison avant d'avoir des plantes chez eux, qui peuvent, même en location, avoir un pot dans leur maison, un pot dans leur champ, et aussi que ces plantes-là peuvent leur apporter quelque chose. D'où est parti cet amour pour les plantes? Est-ce que ça a toujours été votre rêve depuis toute petite? Bon, je dirais que depuis toute petite, j'aime vraiment aider les gens à, comment je vais dire, être guéris. Peut-être. Pas les plantes? Oui, pas les plantes. D'accord. Surtout quand peut-être je suis malade et que ma maman fait une composition de plantes. Maintenant, je suis attentive et je suis pour que quand quelqu'un d'autre en aura besoin dans mon entourage, je puisse l'aider. Et aussi, quand j'étais enfant, quand je suis à un endroit où les grandes personnes ne pas parler de plantes, si j'ai un cahier, je note dans mon cahier pour que cela puisse servir après aux gens. D'accord. Donc, je dirais que c'est de là que c'est parti. Mais il s'est fait aussi qu'après, ils se sont rendus compte que mon grand-père, donc à ma maman, est aussi un grand jardinier. Ok, d'accord. Voilà. C'est une question de famille. Et comme ça, si vous me permettez, j'ai une question pour notre invitée. Madame Rosa, j'aimerais connaître la place des erreurs, si je peux le dire ainsi, dans votre parcours. Parce que l'entrepreneuriat, on nous dit, ce n'est pas toujours facile. Les plantes, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé quelque part? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Oui. Si je ne suis pas trompée dans mon métier, c'est ça? Oui, dans le choix? Ou dans l'exercice, par exemple. De votre métier. Je dirais qu'il arrive des fois où je peux choisir des plantes pour un client. Peut-être il a beaucoup dépensé pour acheter ces plantes-là. Mais après, les plantes commencent pas à être fanées ou quelques jours après, il ne sent pas le résultat. Et là, il commence pas peut-être douter de mes compétences. Et en ce moment, je suis parfois un peu stressée. Mais quand j'arrive à gagner le challenge, je me sens heureuse et je sais que j'ai gagné de plus. D'accord. Alors, merci beaucoup, hein, Fleur Aimée Ronza. Ronza, c'est ça, oui. Ronza. Ça fait plaisir quand même de voir de jeunes talents qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que je ne connais pas votre âge, bien évidemment, mais vous avez quand même l'air d'être très jeune. Bon, très jeune, ou bien l'apparence est trompeuse peut-être? Non, pas du tout, mais demain je refais 5 ans. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc voilà, franchement, on encourage par ici. Donc je dis merci à Ariane, mais très rapidement parce que la rubrique... Non, je voudrais savoir, avec la déforestation aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour rendre les plantes disponibles aujourd'hui? Bon, avec la déforestation, je suis aussi ambassadrice d'une initiative appelée Café Environnement, où on parle chaque mois d'un thème et en rapport avec l'environnement. Donc, il y a cela quelques mois, on a parlé de la déforestation. Je dirais plutôt, il faut d'abord enseigner les gens sur l'importance de ne pas couper les arbres anarchiquement. Et aussi l'importance de pouvoir planter quand on détruit un arbre. Parce qu'il faut la restauration pour que ce qui a été là, quand c'est détruit, il faut qu'une autre plante puisse régénérer après. D'accord. C'est bon? Oui, ça va. Ariane Da Silva, donc merci à toi hein, pour cette perle au sein de l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup, Fleur Aimée. Merci. On espère vous revoir par ici la prochaine fois. Je l'espère aussi. Je vous permets de partir et j'installe donc ma deuxième rubrique pour le compte de ce midi, coaching numérique. Boris Koumagnon, aujourd'hui nous nous intéressons aux réseaux sociaux et à l'entrepreneuriat. Justement, qu'est-ce qu'on retient par rapport à ça? Vous avez entendu tout à l'heure Fleur Aimée le dire, elle a commencé certes, mais elle utilise aussi les réseaux sociaux pour atteindre beaucoup plus de cibles. Très important, il faut le dire, Rebecca. Aujourd'hui, on peut se poser une question, savoir, est-ce possible d'entreprendre avec les réseaux sociaux? C'est très facile. Très facile parce que quoi? Aujourd'hui, on ne loue plus de boutique, on ne voulait pas louer de boutique, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts. Je ne parle pas parce que je connais. En ligne, surtout pour les réseaux sociaux, on ne paie pas. Vous n'avez pas d'employé en tant que tel pour gérer tout vous-même jusqu'à la livraison. Alors, une question revient. Pour entreprendre sur les réseaux sociaux, il faut forcément avoir une base de données clients.
Comment avoir cette base de données clients. On peut avoir 100 abonnés, mais avoir 20 seulement qui constituent bien sûr une base de données clients. Ces potentiels clients, quand vous leur envoyez des informations, ils vous répondent automatiquement. Donc, ils font comme si, oui, on est déjà amis. Posez-moi votre question. Comment ça se passe? Je prends seulement le cas de Facebook. Tout le monde y va aujourd'hui. Déposer un visuel, on attend forcément des commentaires. Laissez-moi vous dire, c'est une erreur. Un commentaire, on peut l'acheter. Des vues, on peut les acheter. Oui. Ça veut dire forcément que vous ne gagnez pas. Mais quand vous postez une donnée sur Facebook, assurez-vous d'identifier des gens. D'abord, pour construire une base de données clients, il faut forcément partir de 3 tranches d'âge. 17 ans à 25 ans, il y a des gens qui sont là pour les chaussures, pour les téléphones, pour les mèches, pour les femmes. Après ça, 25 ans, 35 ans, il y a une autre tranche qui vient. Les jeunes pères de famille, les jeunes mamans sont venus. 35 ans à 55 ans, oui, eux, c'est une autre vision, les parcelles et autres. Donc, on n'a pas les mêmes besoins clients sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous postez une donnée, assurez-vous que c'est pour une cible donnée. Allez maintenant, quand vous identifiez dans votre catégorie d'âge, si c'est les 25 ans, vous mettez leur nom, vous les identifiez, vous les rejoignez maintenant dans le Messenger pour échanger avec eux, afin de les converger vers un numéro Eagle, si sera sur un numéro WhatsApp. Et lorsque les gens commencent par vous écrire, vous les nommez client 1, client 2, client 3, jusqu'à monter votre base de clients. Et là, on peut discuter maintenant directement. Donc forcément, ne pas communiquer dans le vide, être stratifié. Alors, comment communiquer? Je reviens à ça, c'est très important. Est-ce qu'on communique réellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Non, les gens ils vont avec des vidéos, des selfies, des directs, on perd le temps. Comment gagner le temps alors? Oui, gagnons le temps en cherchant de l'argent. Moi, je me dis, on peut vite aller et gagner de l'argent. Comment communiquer? Sur les réseaux sociaux, on vient pour 3 choses. Soit se rendre visible en premier, soit fidéliser la clientèle, ou dernièrement, augmenter le chiffre d'affaires. Tu viens de commencer, pourquoi maintenant veux-tu forcément les gens acheter forcément? Non, rends-toi visible. Après ça, fidélise la clientèle. Tu as une base de 20 personnes, il faut les fidéliser. Ensuite, maintenant, là, spécule sur la vente pour gagner un peu. Et on se dit, maintenant, là, comment peut-on vendre alors sur les réseaux sociaux? Ça, c'est encore très, très facile. Ça part de quoi? J'ai un blog, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. D'accord, pas de problème. Je vais chercher maintenant des clients. Des clients qui sont dans ma base de données clients. Je cherche maintenant une équipe de livraison. C'est très, très important. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, mon smartphone. Comme j'ai déjà mon logo, ma bannière, je cherche maintenant à poster une donnée sur les réseaux sociaux. Peut-être du riz. Dans ma base de données, je sais qu'il y a 20 personnes qui aiment le riz. Par exemple, je lui envoie l'information, j'ai du riz. Il y a 2 qui disent maintenant, je veux ce riz-là, je veux 2 cartons de riz, 2 sacs de riz, livrez-moi ça. Automatiquement, à la maison, je prends mon téléphone, j'appelle mes éléments qui livrent, qui portent bien sûr mon t-shirt avec mon logo, ma casquette. Ils se dirigent vers l'endroit. Tout ça, ça influence. Rapidement, oui. Donc, ils y vont avec votre badge et votre bordereau de vente. C'est une adresse sur laquelle on met observation client, vente ce jour, date et tout ça. Et un casier où on met contact. Quand vous allez sur le terrain, il voit, il n'a pas encore payé. Arrivé sur le terrain, il prend le produit, il vérifie, il est content, il verse pas mobile money, vous ne quittez pas votre maison. Et lui, il appose maintenant sa signature et son numéro de téléphone. Vous devez faire maintenant le suivi, vous qui avez vendu. Madame, vous avez bien reçu, c'est bon. Première journée, vous le faites. La journée qui suit, vous ne faites rien. Une semaine après, vous appelez, il voit maintenant qu'il y a du suivi, il y a du suivi. Donc... En fait, vous ne coupez pas le contact avec le client. Vous restez en contact, vous lui écrivez de temps en temps pour savoir est-ce que... En fait, c'est une manière détournée de lui demander est-ce que vous n'allez pas lancer d'autres commandes? Merci. Et là, vous demandez, il vous dit simplement ça va. Et les critiques que fait bien sûr le client, les critiques là sont vraiment bien. Ça nous permet de dire, oui, on a vu que ça ne marche pas, mais il y a encore mieux. Le mieux, là, est-ce que vous voulez lui vendre encore un produit qui peut être le même produit, déguisé, avec une autre étiquette? Donc, c'est qu'il faut rester en contact. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on finit les études, si on a eu le master, on a eu nos diplômes, on peut aller sur les réseaux sociaux de manière utile, de manière perspicace et gagner de l'argent sans quitter sa maison. En fait, tout est dans la stratégie. Tout est dans la stratégie, effectivement. Jennifer, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup appris. Merci à notre invité. Je n'ai pas encore de projet de vente, mais je sais comment repérer certaines choses et je dis juste merci pour ça. Sophia? Oui, je lui dis merci
Parce que tout à l'heure, on va parler des risques qu'il y a à acheter en ligne. Il va peut-être nous aider à mieux clarifier les choses. J'attends de voir. On ne dit rien par rapport à ça pour le moment. En tout cas, Boris Koumanyo, merci beaucoup pour cette rubrique. Entrepreneuriat, réseaux sociaux, bon ménage ou pas, on sait que oui, bon ménage, mais tout ce qu'il y a d'avantage a forcément des risques. Et justement, nous installons notre débat pour évoquer la question. Donc, de faire notre débat qui porte sur une thématique très actuelle qui fait le tour du monde. Nous parlons des risques liés aux achats en ligne. Achats en ligne, on l'a tous déjà fait une fois peut-être, on en parle. Et entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Je parle bien sûr de Ismène Deguenovo. Ismène? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors, vous êtes analyste cybersécurité à l'ACIN. L'ACIN qui est l'agence des systèmes d'information et du numérique. D'accord. Donc, vous êtes sur ce plateau pour nous apporter votre expertise. Mais avant de venir à vous, je commence par Jennifer. Ou bien, Jennifer, tu veux que je commence par Boris? Non, allez-y, j'ai beaucoup de choses à dire. Jennifer, achat en ligne. Déjà, achat en ligne. Je ne veux pas qu'on aille dans les risques. Je veux qu'on commence par les achats en ligne. Est-ce que tu es une adepte? Oui, en fait, je ne fais que ça, je vais dire. Parce que dès que j'ai besoin de quelque chose, mon premier réflexe, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, peut-être taper. Lorsque je ne trouve pas sur Facebook, je vais peut-être sur les autres réseaux avant de demander par WhatsApp aux gens est-ce que je peux trouver tel à tel endroit. Parce qu'on n'est peut-être pas toujours libre pour aller au marché ou on n'a toujours pas la bonne adresse. Mais tu es sûr que quand tu tapes, il y a forcément un numéro, forcément une référence. Donc, je pense que de plus en plus, ça facilite les choses en tout cas. En tout cas, toi, tu commandes généralement, on va dire quoi, en estimation, 90% en ligne? Oui, 90, 80 en tout cas. 80, d'accord, 80%. Sofiette? Je sais peut-être le contraire. Je savais, je voulais dire, bon, c'est pas trop votre génération, non, c'est pas mais ma bon, génération. comment est-ce que vous adaptez? Moi j'adore aller au marché. J'adore aller au marché parce qu'au marché, tu as l'occasion de contempler, de bargain, comme disent les Anglais. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on achète plus cher. C'est mon avis. Mais je dis bravo à la jeunesse, bravo parce que, bon, aujourd'hui, les enfants qui sont à la maison profitent de ça pour se mettre quelques sous dans la poche. Boris, sur les réseaux sociaux, on achète plus cher. Vous êtes d'avis? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde Mme Sofiane, j'ai vu qu'elle a porté de belles parures qui témoignent d'abord de sa volonté à bien s'habiller. Et là, il faut dire, on ne voyage pas forcément aujourd'hui pour aller acheter. Non. Tout ça, moi j'ai des parents qui automatiquement avec les blocs de vente en ligne, rapidement vous avez ça à la maison livré. Seulement qu'est-ce qu'on paye? C'est les frais de déplacement. Mais vous ne quittez pas parce qu'il y a un risque. Si on doit voyager d'ici vers la Chine, imaginons, on paye d'abord l'aller-retour, l'hébergement là-bas et l'avion. Non, en fait, le plus souvent, les gens se disent que, bon, ce qui est près de moi, je préfère me déplacer. La Chine, ça c'est déjà trop loin. Oui, mais la majorité... Ils acceptent de commander en ligne quand il s'agit d'être hors des frontières. Mais quand il s'agit du territoire même, on préfère se déplacer. Oui, mais moi j'aurais préféré que les gens s'habituent. Vous avez un smartphone. Acheter en ligne, c'est mieux parce que déjà là, c'est vrai qu'il y a un petit souci au niveau du produit. Ce n'est pas seulement au Bénin, même en Europe. Sur les grandes chaînes de vente en ligne, vous allez voir, on vous demande ce produit-ci, on vous livre un produit B. Mais attention, on vous rectifie cela, on vous renvoie votre argent. Mais au Bénin, on n'est pas encore très bien moulé dans ce système de vente en ligne. Mais ça prend parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des parcelles en ligne. Il y a de bonnes choses qui se passent en ligne. Je voudrais réagir. Tu voulais réagir par rapport à... D'accord. Vous avez rectifié que la Chine, ce n'est pas le Bénin. Mais moi, je veux rappeler qu'il y a quelques années en arrière, j'ai séjourné dans un pays européen. Et c'était le début des ventes en ligne.
ah, je revois tel Produit, en photo, et puis je dis, oh, ça c'est bon, je voudrais bien l'avoir. Mais tu demandes et tout, et puis quand tu amènes le produit, tu te rends compte que le produit que tu as reçu n'est pas le produit que tu as demandé, parce que simplement en prenant la photo a été un peu galvaudée, si bien que le produit n'a rien à voir avec ce que tu as vu, du moins en taille. Je ne sais pas ce qu'il en dit. Je comprends très bien par rapport à ça, il faut dire que... Ça fait partie donc des risques. Oui, il y a des risques partout. Laisse-moi vous dire, sur les boutiques de vente en ligne que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui ont la boutique qui ont les produits. Non, ce sont des hébergeurs. Une boutique est un hébergeur de produits. Vous avez vos produits, chacun amène ses produits, on dépose. Mais attention, si vous vendez un produit qui n'est pas celui qui est proposé, vous remboursez avec bien sûr des indemnités. Ou bien carrément, vous sortez de la ligne de vente. Je prends encore un exemple comme Shopify. Shopify, vous allez retrouver les Béninois, il n'y a pas beaucoup de Béninois, mais les Nigérians, il y a beaucoup là-dessus. C'est comme une foire à l'international. Des gens parcourent ces foires pour voir un peu ce qui est proposé. Si on voit une voiture, on est intéressé par la voiture, il y a un identifiant, un numéro 0 de quelque chose qui vous identifie vous. On sait que c'est votre boutique. Et quand on va chez vous là-bas, il y a votre numéro de téléphone qui descend, votre compte bancaire qui descend. On peut acheter chez vous. Maintenant, si on achète chez vous et on se plaint, la maison qui a bien sûr Shopify va vous dire attention, votre produit n'est pas remboursé. Voilà. Mais peut-être que ça n'a pas été fait au Bénin, on va voir. Voilà, peut-être que ce n'est pas encore le cas au Bénin. En tout cas, l'expert va nous édifier sur la question. Maintenant, je voudrais savoir qui a été victime. Bon, de vos dits, je comprends que vous avez été victime, mais pas au Bénin. Pas au Bénin. Pas au Bénin. Au Bénin, Oui. Ce que j'ai déjà vu faire, parce que j'ai des amis, des sœurs, des enfants qui font dans ça. Donc, nous recevons toutes les photos. Et puis, quand vous les recevez, peut-être en paille, surtout, si je veux parler des tissus. Le tissu est si beau que vous avez tout juste envie de l'avoir. Mais quand on vous l'amène, les images, il faut que vous avez le produit qui n'est pas exactement l'image que vous avez vue. Je ne parle plus de taille. Je parle d'images. Elle parle surtout des filtres. Qualité réelle. Des filtres, voilà. L'usage des filtres justement pour prendre les images et poster. Je pense que ça, c'est beaucoup plus pour... c'est marketing. C'est une stratégie marketing, tout simplement, pour attirer la clientèle. Je vais vous dire quelque chose. Vous suivez les spots publicitaires audio? On dit tel médicament guérit 3 maladies. C'est faux. Ça ne peut guérir une seule maladie. Mais vous allez acheter, vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a vendu du rêve. Non, dans ça, par exemple, c'est comme on dit, même la vendeuse qui vend des beignets ne te dira jamais que c'est froid. C'est une stratégie marketing. Oui, Jennifer. En parlant de vendre du rêve, est-ce que vous savez qu'on m'a vendu un jouet pour une tablette pour enfants? On m'a vendu du plastique avec du dessin dessus. Sauf que quand elle a posté ça avec une couleur grise, je me suis dit, ah tiens, ça sera bien pour mon neveu. J'ai voulu déjà... on m'a dit, ça vient de l'extérieur, etc. Et c'est ça qui t'a... Oui, parce que ça avait la couleur grise. Donc, quand je voyais, je n'avais jamais imaginé que c'était du carton, en fait. On n'a pas eu ça pour décembre, on n'a pas eu ça pour mai. C'est venu finalement en juillet. Mais lorsqu'on m'a livré, j'étais toute contente. J'ai appelé mon neveu quand j'ai déballé Rebecca, j'ai vu du plastique avec du dessin. Mais c'est fait ici, non, le commerçant est béninois. La commerçante, elle est béninoise et elle m'a ramené ça. Elle m'a dit, oui, on a bien dit pour enfants. Mais quelle a été ta réaction à la vue du... J'étais choquée. Mon neveu, il le regardait, j'ai dit, donne d'abord. Je suis allée dans ma chambre, j'ai dit, regardez ce qu'ils ont fait. C'est pas possible, en fait. Mais tu as appelé la dame? Elle m'a dit, oui, qu'ils n'ont pas précisé que c'était un jouet, qu'elle a dit tablette pour enfants. Elle a dit tablette éducative, qu'en fait, c'est un jouet, tout ça. J'étais très déçue. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça, hein, des sacs. Donc, finalement, je me suis dit, je ne le ferai plus, mais parfois, on n'a pas le choix. Boris, est-ce que... généralement, les commerçants aussi n'ont pas véritablement, on va dire, le choix. Parce qu'ils passent aussi des commandes. Ce sont des revendeurs, en fait. Ils passent des commandes. Donc, peut-être que, tel que Jennifer le disait, effectivement, elle-même, elle a passé une commande et elle a reçu autre chose. Oui, il faut le dire aujourd'hui, et je rappelle à ceux qui nous suivent, il y a 3 qualités de produits. Il y a la meilleure qualité, il y a la semi, et bien sûr, il y a la balle de qualité. Celui qui veut vendre et qui vendait l'original aujourd'hui, il peut aujourd'hui substituer un jour. S'il vendait des bouteilles originales, un jour, parce qu'on sait que lui ne vend que l'original, il peut dire un jour
aux gens là-bas, s'il vous plaît, remplace, je veux plutôt telle catégorie. Ça se passe même dans les bars VIP, et puis on substitue les bouteilles originales, puis on glisse les fausses bouteilles parce qu'on croit que l'endroit là c'est réputé pour de bonnes choses. Voilà. Donc parce qu'on veut gagner en chiffres. Donc ça peut arriver. Mais ce que vous demandez, c'est quoi? Demandez toujours des vidéos et des particularités de l'article. Parce qu'avec les vidéos, souvent, on n'arrive pas à modifier. Demandez toujours. Moi, je dis toujours, je monte des startups. Moi, j'ai monté une startup hier à quelqu'un. J'ai dit, demandez toujours les vidéos avec les particularités du produit à déposer et ça marche. Ismène, vous êtes analyste cybersécurité à l'Agence des systèmes d'information et du numérique, la CIN. Vous êtes justement sur ce plateau, j'ai commencé par le dire, pour nous apporter votre expertise. Il y a une chose qui est sûre, qui est évidente, c'est que les achats en ligne, il y a toujours de risques. Vous confirmez, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je vais, avant qu'on ne parle des risques, Monsieur Koumayon disait tout à l'heure que on ne peut pas modifier la vidéo, les vidéos, pour faire croire que ce que nous vendons est bien réel. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, dites-nous. Tout est modifiable, non? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de logiciels pour modifier des vidéos et consorts. Mais après, il n'a pas totalement tort. Je pense que dans son développement, il a dit qu'il fallait demander le maximum d'informations sur l'article. C'est ce qui vous permet d'avoir une idée plus ou moins précise de ce que vous voulez acheter sur Internet, en fait. Donc, on n'est jamais à l'abri du risque. Il y a jamais, le risque zéro n'existe pas. Mais après, voilà, des fois, on n'a pas le choix. Il faut bien prendre le risque pour avoir ce qu'on veut. D'accord. Donc, en plus de la vidéo que vous demandez, essayez d'avoir une description très précise de l'article en question. D'accord. Voilà. Mais quand vous demandez une description très précise, le commerçant va vous donner cette description. Le commerçant ne vous dira pas non, ce que vous voulez. Parfois, même vous dites ça marche, vous êtes sûr de l'efficacité, mais il ou elle vous dira oui. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, pour avoir à être confronté à ce problème, c'est que forcément, vous avez fait votre achat sur un site qui n'est peut-être pas réputé pour être un bon site d'achat. Mais justement, parlons des sites de vente. Aujourd'hui, quels sont les sites que, on va dire, vous catégorisez sites de vente en ligne sérieux? Parce que quand quelqu'un, par exemple, je suis commerçante, j'ai mon produit, j'ai mon compte Facebook, j'ai mon compte peut-être Instagram, j'ai un numéro WhatsApp, est-ce que j'ai déjà un site de vente en ligne? Non. Là, j'ai quoi? Vous avez un profil Facebook. D'accord. Là, j'ai un profil Facebook. Oui. Pour avoir un site de vente en ligne, pour être réellement un e-commerçant, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il y a plusieurs sites qui sont disponibles aujourd'hui, pour ne pas donner de nom, mais sur lesquels vous pouvez vous inscrire et ajouter vos produits. Donc, le site lui-même se chargera déjà de vérifier votre réputation et votre honnêteté avant de vous ajouter à sa liste de vendeurs. Sinon, en fait, c'est elle-même qui se compromet vis-à-vis de ses clients. En dehors de cela, si je suis acheteur, l'une des choses que je dois forcément vérifier avant d'acheter en ligne, c'est le lien du site. Il faut toujours s'assurer d'acheter sur des sites en HTTPS avec le petit cadenas là, au coin à gauche. Oui. Parce que sinon, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez face à un site d'arnaqueur ou un site qui est créé juste pour la circonstance. Oui. Donc, en plus de cela, il faut prendre le temps, lorsque vous voulez acheter un article, de vérifier la moralité du vendeur. Généralement, il y a toujours dans les conditions générales ou quelque part là, les informations concernant ce dernier, la raison sociale, le numéro, email et consorts. Donc, vous pouvez prendre ces informations et faire des recherches justement dans les navigateurs de recherche par rapport à cette personne. Et même par rapport à l'article également, vous pouvez prendre le nom, la description qui est fournie et faire des recherches dessus pour savoir à peu près ce que les autres sites proposent. Est-ce que ça se rapproche au maximum de ce que votre site... Et en matière de prix aussi. Oui, voilà, exactement. Il faut faire très attention aux différences de prix parce que c'est certainement pas le seul site qui vend le produit que vous voulez acheter. Donc, il faut faire toutes ces vérifications-là et c'est ce qui peut vous rassurer quant à la moralité de votre fournisseur. Et pour pousser plus loin, peut-être vous pouvez, en faisant les recherches, ajouter le mot arnaque
à la recherche pour voir s'il y a eu des témoignages dans ce sens. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est extraordinaire, les gens font toujours des retours par rapport à ce qu'ils ont acheté. Oui. C'est Donc, comme ça les vous permet- applications dans Play Store ou bien Google. Mais justement, au niveau de la CIN, est-ce que vous avez déjà eu à enregistrer des cas d'arnaque liés au e-commerce? Alors, je dirais oui. On a déjà enregistré. On enregistre, c'est notre travail. On enregistre, mais après, si vous êtes victime, vous pouvez vous rapprocher soit de la CIN, soit vous rapprocher de l'OCRC. L'Office de répression Exactement, de la cybercriminalité. Voilà. Donc, D'accord. Alors, vous avez entendu, hein, Jennifer, toi qui as été déjà victime. La prochaine fois, Rebecca, je vais taper Anna. Quand je finis de... je pense que je vais même le faire dès que je finis là. Je suis en train de commander quelque chose. Je vais taper Anna à côté parce que j'étais beaucoup dans le doute. Merci pour l'astuce et voilà, j'espère que vivement, hein, on ne va plus être confronté à ça parce que je me dis, tant qu'il y a les réseaux sociaux, on se fera toujours prendre. Je peux taper Anarch et ne pas avoir les retours et après avoir quand même d'autres témoignages positifs et être surpris après. Je pense que c'est toujours un risque. En tout cas, c'est un ensemble de choses, un ensemble de vérifications, surtout étape à étape, prix, qualité de l'image. Si l'image a été modifiée, vous pouvez le savoir parce qu'il y a aussi les filtres que les commerçants utilisent aujourd'hui. Bon, c'est pas méchant, forcément. Je pense que les commerçants utilisent beaucoup plus les filtres pour... c'est une stratégie marketing, comme on le dit. Mais est-ce que c'est puni? Non, c'est un peu comme si vous publiez une photo... Et que vous modifiez. Exactement, donc vous donnez plus pas d'éclat. puni, voilà. Mais après, si vous permettez, le meilleur moyen de ne pas se faire prendre, c'est vraiment de la prévention. Donc, qui passe notamment de ne pas par être victime. Exactement. Qui passe notamment par la sensibilisation. Donc, le fait que vous en parliez, le fait que cette émission existe, ça va alerter des gens qui vont justement... Voilà, exactement. Et dans ce sens, on a une campagne qui est en cours, la campagne Parer, protéger, alerter, informer. Exactement. Qui nous permet de parler de tout ça, qui nous permet de parler notamment des arnaques en tout genre, extorsion, cybercriminalité, paris en ligne, contrôle parental, vraiment qui... exactement, les arnaques également, paiement en ligne, qui sont intimement liés aux achats en ligne. Donc, cela vous permet de vous, comment dire, prémunir d'âme. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai également une question rapidement. Autant pour la spécialiste que pour Boris. Lorsqu'on me dit qu'il y a plus de sécurité sur les sites que les pages Facebook, c'est bien ça? Est-ce que tous les vendeurs là quand même, est-ce qu'il faut s'en méfier et toujours vérifier s'il y a un site proprement dit, qui n'est pas forcément une page? Alors, déjà il faut savoir, comme M. Boris le disait, les personnes qui vendent sur Facebook sont pour la plupart des revendeurs de ces grands sites-là. Ils achètent généralement en gros. Et puis c'est un peu comme dans la vie réelle, les vendeurs à la sauvette. Voilà. Donc si c'est toujours plus simple pour vous, en fait, de faire des achats sur un site réputé qui est spécialiste dans la question, parce que sinon, comme il a dit, il y a différentes gammes et c'est plus facile pour eux d'acheter du bas de gamme pour rentabiliser justement entre les frais et tout ça. Boris? Oui, moi, ce que je voulais ajouter, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut comprendre par là qu'ils sont seulement le relais des sites. Ils sont le relais. Parce que tout le monde n'a pas le site sur son portable. Il faut taper www.hpt. Non. Mais Facebook, rapidement, on a déjà retrouvé. Aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément le site. Ils veulent aller avoir les réseaux sociaux. Moi, je veux les inviter à être très, très altruistes. C'est quoi? Aller voir la géolocalisation des boutiques. Souvent, c'est une boutique en ligne. Voir le numéro de la personne qui publie. Aller chercher maintenant d'abord les anciennes publications de la personne. Chercher les commentaires. Il peut aussi avoir des commentaires provoqués. Les gens qui sont mécontents de la vente de l'autre peuvent maintenant... Donc, parce il faut faire attention. tous les commentaires, on les achète. Moi, je fais, c'est comment on peut acheter des commentaires. Vous pouvez avoir maintenant 8000 commentaires en une heure, je peux le faire rapidement. Bien fait. Bien taillé, vous allez dire, on est en train de le détruire, alors que c'est parce qu'on est en train de détruire quelqu'un. Donc attention à tout ce qu'on fait, allez voir le parcours de la personne, ça nous permet de savoir faire le choix. Les réseaux sociaux aujourd'hui, là, on ne peut pas s'en empêcher. Il va forcément avoir le risque, même pour ceux qui vont au marché acheter,
il y a encore le risque. Oui, il y a accident, le risque. mort, perte d'argent, comme tout ça. le Il y a disait tellement de choses dont je me Ismaël, dis... le risque zéro n'existe n'existe pas. pas. Oui, Sophia. quelque chose. Très Ce n'est pas rapidement. Elle n'est pas conforme à ce que j'ai vu. Mais il y a des gens qui vendent du vent. Ils vous disent, oui, je vends si. Mais après, vous commandez et puis vous ne voyez plus la personne. Elle a disparu. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de sites sérieux. Sur les plateformes. Là, c'est sûr que c'est pas un site, Parfois, c'est un numéro sur Facebook. C'est ça. Oui, Il y a des sites, je ne veux pas donner le nom d'un site. On a un site maintenant que tout le monde connaît. Il y a même des personnalités dessus, grands hommes politiques. Mais qui n'est pas un site sérieux. Mais il y a un site qu'on vend, mais à des moments donnés, il y a un peu de faux. Ok. Les animateurs de ces sites-là, vous ne connaissez pas leur intention. Il y a des moments où on veut spéculer sur des choses. L'article n'est pas pour eux, ils disent que c'est pour eux, ils font un dropshipping, c'est-à-dire qu'on prend un produit de l'autre, on positionne, on spécule en chiffres et puis on va. Et si l'autre maintenant n'a pas vraiment le produit avec lui, il y a un problème. Alors, Ismaël, pour contacter l'OCRC ou pour contacter l'ASIN, quelle est la procédure, surtout quand on a été victime ou bien quand on veut vous poser certaines questions? Ok. Alors, pour contacter l'ASIN, il faut juste envoyer votre plainte par email à contact.ansi.bj. Contact.ansi.bj. Ansi, c'est bien A-N-S-I. Ou alors, vous vous rendez sur le site, et le site de l'ANSI, et vous posez votre plainte. On va le recevoir et se mettre à le traiter. Et c'est à vous d'envoyer cette plainte auprès de l'OCRC ou bien il faut aussi aller vers l'OCRC? C'est l'un ou l'autre. De toutes les façons, on travaille en étroite collaboration. Donc, soit vous vous plaignez à nous, soit vous vous plaignez à l'OCRC. L'OCRC qui est juste à Ganry, en face de la fondation Mathieu Kérékou, je pense. Oui, voilà. Donc, pas loin de l'hôtel Azalaï. D'accord. Madame... Très rapidement. Oui, très rapidement. Hein. Par exemple, le cas que j'ai donné pour la tablette, si je porte plainte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, déjà, on va vous demander de rassembler toutes les preuves. Que vous avez la fait commande, les numéros, les échanges et les délais de livraison également. Toutes les preuves qui vont nous permettre d'entrer en contact avec cette personne éventuellement et de la traquer pour avoir des preuves qu'effectivement, elle fait de l'usage de faux. Et donc, pouvoir la confirmer. Ismaël, merci beaucoup à vous. Je remercie aussi par la même occasion Monsieur Médégan Fagla Wanilo qui vous a d'ailleurs envoyé, avec qui nous travaillons beaucoup, en tout cas avec qui je travaille beaucoup pour tout ce qui concerne. Bon, je rappelle, Monsieur Médégan Fagla, il est le directeur du pôle cybersécurité au sein de l'ASIN. Voilà, j'espère vous revoir par ici. J'aime bien votre énergie. J'espère vous revoir par ici, hein, Ismaël. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon, on va au chant ou bien vous n'aimez pas le chant? Toi, tu es trop sapé pour aller au chant. Hein? Je veux bien savoir. Parce que ce que la dame Ronsa a dit tout à l'heure, je veux connaître ces plantes-là. Ah, en tout cas. Et Boris? Oui, j'aime le chant parce que c'est par là qu'on mange. Bon, il ne faut pas mentir ici. Hein? Ah, ok. On installe alors la rubrique « Ça pousse ». Jennifer, est-ce que je t'ai dit que tu étais très jolie aujourd'hui? Oh, Rebecca, tu es toujours jolie, tu le sais. Oh, merci, merci, merci. Tadagbe Valet Rossou, c'est comment, comme le disent les Ivoiriens? Ça va très bien. Tout bien? Pas compris? Tout bien? Oui, tout bien, ça va très bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'igname. Bien sûr. En 7 minutes. 7 minutes toujours. En 7 minutes. Dites-nous comment cultive-t-on l'igname et quelle est sa rentabilité financière? Très bien. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la production de l'igname. L'igname qui fait partie de la famille des Dioscoracées. Nous avons plusieurs espèces. Et au Bénin ici, quelles sont les espèces que vous connaissez par exemple? La boko. Oui. Cocolo, voilà. Oui, voilà. Petit là. Il y a quoi? Là. Oui. Allah, voilà. Voilà. Toutes ces espèces sont des noms scientifiques. On ne va pas parler de noms scientifiques ici, on va parler de comment on arrive à produire et combien on gagne. D'accord. Alors déjà, il faut savoir l'état pour faire l'igname, il faut des travaux préliminaires, tels que le défrichage, les souchages et la fabrication des buts. Ça va vous coûter 350 000 francs CFA. Et quand vous travaillez avec de la main-d'œuvre,
local, c'est-à-dire des humains, vous pouvez le faire en 3 jours. Quand ils sont sérieux et ils travaillent très bien. Alors, maintenant, cette étape passée, vous allez investir encore 3 fois de l'argent pour faire le saclage. Le saclage va s'effectuer de 1 à 2 mois après la levée, c'est-à-dire la repousse de nos tubercules d'iam ou bien de nos semenceaux d'iam. Et 4 mois après cette repousse, vous faites un saclage, un deuxième saclage, et le 3e saclage va intervenir 1 à 2 mois avant la récolte. Donc quand on finit cette étape-là, on sait que voilà, après le 3e saclage, voilà, il y a de l'argent, des millions qui sont à la porte. On prévoit investir 350 000 pour les activités préliminaires et 200 000 supplémentaires pour clôturer le tout. Ça fait 550 000 francs CFA. Alors par hectare, on est autour de 6 tonnes à l'hectare quand on a un bon rendement. Alors les 6 tonnes vont vous faire 3 bâchers. Et par bâcher, vous allez espérer gagner entre 500 000 et 600 000 francs CFA. Ce qui vous fait 1 million, ce qui va vous faire 1 800 000 francs de chiffre d'affaires par hectare. Donc moins 550 000, ça vous fait quelque chose de 1 250 ou 1 150 1 250. Alors 1 250, c'est quand vous faites 1 hectare de d'IAM. Donc c'est rentable économiquement pour les gens qui font 10 hectares, 20 hectares. Vous voyez, quand vous faites facilement 10 hectares d'IAM, et vous êtes autour de 10 millions ou 12 millions et quelques. Donc voilà un peu... Monsieur Talawe. Oui, c'est un peu ça. Et puis c'est en 8 mois, c'est en 8 mois comme ça. Donc 8 mois, tu te concentres à fond là-dessus. Tu fais une variété qui est fortement demandée et tu es dans le champ. L'agriculture, ce n'est pas de l'amusement. Quand vous voulez être agripreneur, il faut être là. Il faut être là, il faut être là tout le temps. Il faudrait être un peu au boulot et puis arroser le matin, partir au Non, boulot. à moins que vous le... C'est possible d'être au boulot parce que ce n'est pas une plante qui exige l'arrosage manuel comme ça. Ce n'est pas comme les légumes. Donc vous pouvez partir tous les week-ends, aller voir le comportement de votre ferme. Est-ce qu'il y a levé? Est-ce que le tutorage est fait? Il y a beaucoup d'autres opérations que je ne vais pas énumérer dans cette vidéo. S'ils sont intéressés, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux fouiller. Quelles sont les régions au Bénin où la culture de l'igname est favorable? La terre? Nous avons le plateau, nous avons le centre Bénin, les collines, et nous avons le nord du Bénin. Il n'y a pas Zou, quoi. Il y a le zoo, il y a aussi le département du zoo. Mais là où nous avons des rendements hyper intéressants économiquement, c'est à travers les collines, le nord du Bénin et le plateau. Nous avons des rendements intéressants économiquement. Une question pour Talawe Valère Wansou, très rapidement. Une question? C'est bon, vous êtes satisfait? Boris? Moi, j'ai une question en tant qu'expert dans le métier. On peut faire l'IAM, un jeune peut se lever et puis avec une superficie réduite et se mettre dans cette dynamique-là? Très bien. Moi, je suis un jeune, non. je me suis fait à moi-même cette année 2 hectares de diam et 10 hectares de manioc. Donc prochainement, on va parler de manioc. Les millions, on va partager. Ah ben, j'ai souffert seul pour avoir les millions, donc il faut que je les bouffe seul. Tout ce qu'il a dit, les coûts et tout, c'est l'agriculture bio ou avec engrais chimiques? Non, je ne vais pas dire l'agriculture bio, on est dans le cadre de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture bio coûte encore plus cher à la production et à la revente encore plus cher. Là, vous êtes en train de faire 1 250 000 francs de chiffre d'affaires par hectare en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire l'agriculture qui utilise les produits chimiques de synthèse et le bio en même temps. Vous serez autour de 1 250 000 fois 4 dans l'agriculture biologique en termes de chiffre d'affaires. Talawe Valère Wansou, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Merci surtout d'être resté dans le timing. Hein. Avec des astuces pour ceux qui n'ont pas de ferme et qui veulent bien cultiver sur un lopin quelque part même derrière dans la les pots de maison. fleurs, on peut faire même l'IAM qu'on va consommer domestiquement. Je pense que c'est l'IAM mangé par Jennifer seule. Non, mais elle a raison parce que déjà à partir de 20 pots ou bien 20 sacs de Dangote, vous pouvez produire l'IAM que vous allez consommer toute l'année. Et là, on va faire prochainement la technique des mini-sets qui consiste à prendre l'IAM de maison et à le transformer en semences. On appelle ça les semenceaux d'IAM. Merci, un plaisir de toujours vous avoir par ici sur le plateau du rendez-vous de midi. Je vous permets de partir parce que je sais que vous avez un agenda très chargé. Merci beaucoup Rebecca. Place maintenant à notre dernière rubrique du jour, mode relooking.
Et Angélus Loco rejoint donc l'aventure, le rendez-vous de midi, notre chroniqueur Maude pour le compte de cette saison 4. Angélus Loco. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour chers invités. Bonjour. Non mais je parle de Maude relooking et tu veux. Attends, mais je ne vais pas vous amener. Toi aussi, hein. Alors, monsieur Loco, vous avez été pendant longtemps téléspectateur. Aujourd'hui, vous êtes membre actif donc de cette émission. Un mot avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Je suis content d'intégrer l'équipe de... C'est un rendez-vous de plaisir. Déjà, on se nourrit les yeux. D'ailleurs, j'ai travaillé avec lui. On a parlé de comment nouer sa cravate. C'était dans la rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors, premier numéro, nous parlons de comment s'habiller selon sa morphologie. En 7 minutes, je vous donne 7 minutes. Dites-nous, comment s'habiller selon sa morphologie? Ok, bien s'habiller selon sa morphologie, c'est notre thème du jour. Vous avez, on a proposé ce thème surtout parce que les gens qui sont un peu corpulents, il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas bien s'habiller, que les vêtements sont faits pour d'autres. Non, tout le monde, il suffit de déterminer sa morphologie. De connaître sa morphologie et vous habiller super classe. Donc voilà, bien s'habiller selon sa morphologie. Je peux dire il y a 2 règles à savoir déjà. D'accord, la première? La première, c'est de savoir quelle morphologie j'ai. Voilà. Donc, quelle est ma morphologie? Morphologie. Je suis skinny ou apouchou, comme on le dit, entre griffes, bien sûr. Selon ça, définit les vêtements qui vous iront. Donc, si par exemple vous avez en tête que d'ici quelques mois vous allez prendre du poids ou bien baisser, et on va vous conseiller peut-être d'attendre vos résultats attendus avant de savoir si vous répondez à quelle morphologie et commencer le cheminement. Maintenant, si vous finissez, résultat attendu, vous avez ce que vous avez comme morphologie, vous pouvez maintenant voir un spécialiste du sur-mesure, par exemple. Parce que quand vous êtes fort et vous pensez que vous n'arrivez pas à trouver des vêtements standards qui vous... Vous allez maintenant, quand vous avez bien sûr les moyens financiers adaptés, indiqués. Parce que le sur-mesure, ça a un coût donné. Oui, c'est quand même sur-mesure. Donc là, vous arrivez à déterminer votre morphologie, vous allez vers un spécialiste qui peut vous définir des trucs qui vont avec votre morphologie. Voilà, des trucs qui vont avec votre morphologie. Si vous arrivez à briser ces 2 étapes maintenant, vous pouvez commencer à vous intéresser au sur-mesure. D'accord. Donc, si vous arrivez à définir votre morphologie, là, vous savez que, on peut prendre 2 grandes figures de style ici. Soit vous êtes vous avez une forme trapèze, c'est-à-dire vous êtes... C'est pas pour insulter, hein. Non, vous êtes carré. Elle ne se définit pas, par exemple. Voilà, les épaules et... les épaules larges. Large et le buste large, et ça se raffinit par la taille ou bien la hanche un peu plus fin. Voilà, donc ça, c'est une forme comme ça. Si vous avez une forme comme ça, c'est la forme idéale pour porter même du prêt-à-porter, tout ce qui est standard. Vous pouvez bien... Est-ce que quelqu'un sur ce plateau a cette forme, cette morphologie dont vous parlez? Je peux dire pas trop. On est quand même, le monsieur et moi, on est quand même moyen. D'accord. Donc les téléspectateurs voient déjà un peu ce que vous voulez dire. Si vous avez cette morphologie, par exemple, vous pouvez vraiment être à l'aise dans le prêt-à-porter. Vous voyez une boutique, un magasin, vous pouvez franchement porter tout ce que vous voulez, parce que les trucs slim, un peu les t-shirts un peu serrés, les chemises ajustées à votre corps, ça peut aller, les jeans slim. Maintenant, pour connaître justement sa morphologie, est-ce qu'il faut suivre un cours de coaching vestimentaire, un cours en coaching vestimentaire? Pas forcément. Pour suivre sa morphologie, c'est ça, j'ai commencé par
les généralités. Oui, comment il faut d'abord connaître, il faut se mirer, c'est ça? Voilà. Se regarder dans une glace et dire j'ai telle forme, j'ai telle forme. Par rapport à son miroir, vous regardez pendant un mois. Si vous avez envie de perdre ou bien prendre de la masse, vous savez que voilà, j'ai un peu de l'embonpoint. Voilà, je réponds à cette morphologie, donc je peux m'adapter à cette morphologie. Est-ce donc, que pas forcément, parce que c'est voir un spécialiste, tout ça, là, ça a un coût. Mais déjà, la première étape, vous pouvez faire vous-même et après, aller vers un spécialiste pour le dressing, par exemple un tailleur ou bien quelqu'un qui fait du Je suis bien d'accord avec vous parce que par ici, nous, on a suivi quand même des cours en coaching vestimentaire. C'était très agréable parce que vous apprenez des choses sur vous-même que, entre-temps, vous ignorez, tout simplement, parce que vous ne savez pas que vous pouvez porter telle chose. En matière, on reviendra aussi pour parler certainement des couleurs. Parce que, en tout cas, selon ma compréhension, c'est que, compte tenu de votre teint, de la couleur de votre peau, vous habillez aussi en fonction de cela, avec des couleurs spécifiques. Des motifs. Et voilà, et là on parle de couleurs chaudes, couleurs froides. On va en revenir. Maintenant, est-ce que vous avez une question très rapidement, Monsieur Loco? Monsieur Loco a parlé de la forme trapèze, mais vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas donné des conseils. Ok, d'accord. Donc c'est ce que maintenant, vous avez, non, aujourd'hui c'était juste pour parler de comment s'habiller selon sa morphologie. La semaine prochaine, on parlera maintenant des conseils par rapport à telle morphologie. Moi, j'ai une question. Voilà. Est-ce que tout le monde peut tout porter? Non. Non. C'est pour ça qu'on parle de morphologie. Quand, par exemple, quelqu'un est fort, par exemple, je prends les hommes, quelqu'un qui est fort, il a un peu de l'embonpoint, ben, il ne peut pas se permettre à mettre des vêtements trop serrés. Donc, il va éviter les vêtements moulants, par exemple, des t-shirts moulants. Porter des trucs plus relax. Si elle conseille même à ces genres de personnes de porter des vêtements droits, des coupes droites, mais pas moulantes. Vous voyez? Donc, ça dépend de la morphologie. C'est un homme qui aime, il est fort, il adore mettre du costume. Par exemple, on peut lui éviter de mettre des costumes croisés, par exemple. Ça dépend encore de celui vers qui il est. Parce qu'il y a des spéciales de la haute mesure. Quand vous êtes même fort, ils ressuscitent bien les croisés. Mais ça a son coût. Donc, il faut éviter. Donc, il faut privilégier peut-être les couleurs claires. Quand on est un peu fort, on a du ventre, de la taille, on a de la pauvrette, les couleurs claires. Éviter, par exemple, les rayures, les motifs, les grands rayures, parce que ça agresse. Ça agresse. Si vous êtes fin, ça peut aller. Donc, il y a les rayures, les motifs que vous pouvez éviter quand vous êtes fort. Vous voyez, il y a tout ça là. Évitez aussi les pantalons serrés, voilà, pensant que c'est du sur-mesure. Non, vous êtes vraiment pas. Il faut être à l'aise, surtout quand on s'habille. Un vêtement droit sur vous. Et voilà, évitez par exemple des ceintures si vous êtes fort. À la taille, votre ventre un peu déborde. Quand vous portez des ceintures, bon, je ne sais pas ce que ça joue comme rôle. Vous pouvez mettre en même temps, vous ne parlez, on parle pour des femmes et aussi des hommes. Oui, bon, j'ai pris juste un exemple des hommes pour... Voilà. Sinon... Moi, j'ai une question. Voilà. Très rapidement, les personnes qui sont fortes veulent forcément porter des tenues plus amples. C'est pas pour ça qu'il faut porter une tenue en appartement. Hein. Non, une tenue appartement, tenue où ce que le tailleur a causé même les derniers morceaux. Monsieur Loco, merci beaucoup pour ces précisions et pour cette chronique. Aujourd'hui, on espère vous revoir par ici la semaine prochaine. Boris, Jennifer, Sophiate et Angélus. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.